Dans cet épisode, nous développerons un astre qui occupe une situation singulière, recevant, concentrant et synthétisant sans les différencier l'ensemble des interactions du système solaire. Il s'agit de la Lune. Nous l'aborderons en 2 chapitres. Le premier nous plongera dans l'univers des mythes et légendes, où nous chercherons son empreinte inconsciente dans la psyché humaine. Le deuxième, lui, sera consacré au développement de quelques-unes de ses fonctions principales dans la symbolique astrologique. Les premiers hommes, chasseurs, cueilleurs et moissonneurs, vouaient un culte à de nombreuses divinités, les plus importantes étant bien sûr le soleil et la lune, qui rythmaient leur quotidien et représentaient les forces de vie et de mort. L'arrivée du monothéisme changea cette vision. L'homme comprit qu'il était lui-même de nature divine. Seulement, évoluant dans une société patriarcale, il s'égara et attribua à Dieu des traits masculins. Avec le recul, nous constatons aujourd'hui que cette vision infantile d'un Dieu père, punissant ou récompensant, a contribué fortement à créer la société prométhéenne d'aujourd'hui. Toujours plus scientifique et technique, mais laissant de moins en moins de place à la réceptivité et à la sensibilité naturelle de l'humain. Astre de la nuit au visage changeant, la Lune a au travers des âges et des civilisations inspiré de nombreux mythes et légendes. À la fois seigneur du temps, des mystères, de la vie et de la mort, on en retrouve l'incarnation sous les traits égyptiens du dieu Thoth, seigneur des paroles divines, détenant le secret des formules qui commandent à toutes les formes de la nature. En Inde, l'astre lunaire est Chandra, dit le lumineux, remplacé plus tard par le nom védique Soma, tiré d'un breuvage permettant d'ouvrir les portes de l'esprit et de l'âme. Parmi tous les mythes attribués à la Lune, il en existe un souvent abordé, celui du mythe de Sélénée. On nous y décrit une fille de Titan représentant la pleine lune, symbole de beauté et de féminité. Elle parcourt les ténèbres pour guider et inspirer les âmes humaines par l'intermédiaire des rêves. Amoureuse sincère et passionnée, elle eut de nombreuses histoires d'amour, mais si on devait en retenir une, ce serait celle qu'elle eut avec un mortel nommé Endymion, berger ou roi selon les versions. Ne supportant pas l'idée que son bel amant puisse un jour mourir, elle finit par le plonger dans un sommeil éternel, le préservant ainsi de la mort et profitant de chaque nouvelle lune pour le rejoindre et être de nouveau réunis à lui jusqu'à la pleine lune suivante. Le mythe lunaire de Sélénée prend une importance de premier ordre dans la représentation inconsciente du féminin dans nos sociétés occidentales. C'est dans la Grèce antique, berceau intellectuel de notre civilisation, que ce mythe fut réactualisé. C'est ainsi que Sélénée aurait eu avec Endymion 50 filles, correspondant aux 50 mois du calendrier lunaire, et que c'est Zeus qui aurait rendu immortel Endymion avant d'être plongé dans un sommeil éternel par Sélénée. On voit dans ce mythe comment le féminin, voire le maternel, est représenté dans son concept d'attachement. On y voit comment l'énergie féminine est prête, coûte que coûte, à conserver le lien qu'il peut y avoir entre deux êtres, même au prix d'un amour unilatéral. À l'époque archaïque, où la plupart des peuples de la Méditerranée n'avaient pas d'écriture, les contes et mythes étaient de tradition orale. Et c'est au travers de temps de guerre et de paix que ces hommes et femmes ont fait voyager leurs histoires, les arrangeant, les déformant, voire même les modifiant intentionnellement, afin de convenir aux puissances en place, qu'elles soient politiques ou religieuses. Le génie des Grecs n'a donc pas été celui d'inventer ces histoires, mais de les avoir retranscrites. Et il est tout à fait instructif de voir que des milliers d'années avant l'arrivée de la psychologie, les anciens savaient, au travers de ces mythes, rendre compte des forces intérieures qui nous hantent avec une richesse symbolique inégalée. Mais revenons à la Lune.
Quelles que soient les époques, elle a toujours été vue comme au moins égale à la puissance solaire. On retrouve dans la mythologie gréco-romaine un certain nombre de récits parlant de triades féminines immortelles, pour la plupart directement assimilables au symbolisme lunaire, telles que les Irénis, divinités persécutrices, nées du sang qui gicla lors de la castration d'Ouranos par Cronos. Ou encore, nées de la liaison de Zeus et de Thémis, les heures, en rapport avec le cours des saisons, les lois de la nature, ou encore la division du jour et de la nuit. Et pour finir, les incontournables Parks, figures féminines triples décrites par le poète Hésiode comme les divinités lunaires du destin. L'une incarne la fileuse de la destinée, symbole de la naissance, une autre, celle qui enroule la laine, symbolise le déroulement de la vie, et enfin la dernière, celle qui coupe la laine, représente la mort. Elle représente toutes les trois la diversité lunaire au travers de son cycle. L'astrologie a ça de ressemblance avec les mythes qu'elle nous renseigne sur la nature profonde de l'homme et sur la perception inconsciente qu'il se fait de son environnement. Et l'on voit que tout au long des millénaires, l'astrologie a su s'enrichir des prises de conscience de l'homme. Nous allons à présent, grâce à ce merveilleux outil, pouvoir approfondir la nature multiple de la Lune au travers de 3 particularités importantes de celle-ci. Pour commencer, intéressons-nous au symbolisme des planètes intérieures et extérieures de l'orbite terrestre. Car tout comme elle, la Lune y séjourne de manière cyclique. Dans sa position dite intérieure, elle se situe entre la Terre et Vénus, et dans sa position dite extérieure, elle est entre la Terre et Mars. Ces 2 positions représentent les 2 types d'activités lunaires, le lunus et le luna, de polarité opposée et complémentaires. Symboliquement, l'intérieur de l'orbite de la Terre se rapporte à ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. C'est le domaine de la subjectivité et de l'introversion, cherchant à intégrer les qualités perçues du soi solaire. Mercure synthétise en idées les concepts solaires, et Vénus exprime les valeurs et les sentiments de l'amour solaire. La Lune, quand elle est à l'intérieur de l'orbite terrestre, s'habillera du principe féminin, ou réceptif, dit Luna. Elle cherche à rendre l'inconscient des planètes extérieures prégnant à l'ego conscient. La personne type Luna se lie de manière passive aux courants sociaux, culturels et religieux. Elle s'identifie aux symboles produits par l'activité de son anima pour les hommes ou animus pour les femmes. Son énergie vitale est tournée vers l'intérieur, rendant sentimental et rêveur, et son expression extérieure se manifestera dans la pratique religieuse ou occultiste qui nécessite isolement et ascétisme. Les planètes extérieures, Mars, Jupiter et Saturne, vont elles représenter tout ce qui a trait au social, ou à ce que l'homme se fait de son environnement. Mars exprime et extériorise ce qu'il perçoit de la volonté solaire. Jupiter représente les fonctions d'assimilation et d'expansion solaire, et enfin Saturne est le symbole de la concentration du pouvoir solaire. Tout comme ces planètes, la Lune, quand elle est à l'extérieur de l'orbite terrestre, agit comme pôle positif, dit lunus. Elle est le pouvoir mâle chez l'homme et femelle chez la femme. L'accent est mis sur l'intellect plus que sur les sentiments, et elle est plus individualiste. Elle représente l'aspect extérieur de l'élan vital créateur, vénérant toutes les formes de fécondité. Dans un Occident qui privilégie les énergies de type positive, c'est cette facette de la Lune qui est le mieux perçue, réduisant ainsi la Lune à une symbolique féminine porteuse de vie. Comme nous l'avons vu, la Lune est en étroit lien avec les autres planètes, mais elle est également à rapprocher de son partenaire de scène, le Soleil. La ronde de ces 2 luminaires, appelée solilunaire, est à mettre en corrélation symbolique avec l'expression de qui nous sommes. Depuis l'arrivée du monothéisme, l'homme a tendance à poursuivre un idéal divin ou solaire. Et c'est dans ses échecs à atteindre ces idéaux que l'on perçoit le mieux la nature plurielle de l'homme,
et l'importance de renouer avec la symbolique lunaire. En tant que satellite de la Terre, la Lune nous inscrit dans une ellipse. Elle fait de nous le membre d'une cellule. C'est un principe d'appartenance, contrairement au Soleil qui lui est un principe d'individualisation. Il est important de remettre à sa place chacun de ces astres, faute de quoi la relation solilunaire tend à créer des tensions existentielles entre la volonté d'être soi-même et le besoin d'être lié à autrui. La Lune est le chemin vers lequel nous devrions tous aller pour rééquilibrer cet idéal solaire tant recherché, car c'est en accordant de l'attention aux petits espaces à l'intérieur de nous-mêmes qu'on prend conscience des grands espaces en dehors de nous-mêmes. C'est dans l'intimité du je lunaire que l'on a accès au cœur du je suis solaire, ou autrement dit, la nature divine de l'être ne saurait s'exprimer si on la cherche à l'extérieur de nous. L'énergie du Soleil est pure et de nature impersonnelle et universelle, et est la source de toute vie. Cependant, dans sa forme particulière, celle d'un individu par exemple, cette énergie dépend de Saturne qui structure et focalise l'énergie solaire, et de la Lune qui fournit la quantité et la qualité d'énergie, nommée libido, que la structure saturnienne est capable de contenir. La Lune est en recherche d'homogénéité. Par sa plasticité mentale, elle assimile sans préjugés tous les possibles. La fonction essentielle de la Lune réside dans le fait de rendre l'âme perméable afin de vivre en osmose avec les réalités visibles et invisibles. De ce fait, on voit comment la petite enfance est une phase lunaire par excellence. Car l'organisme, totalement réceptif, engramme dans ses corps émotionnels, mental et physique un grand nombre de messages en provenance de son environnement immédiat, et sans la protection de Saturne, la Lune est fragile, car incapable de discriminer les nourritures qui fortifient de celles qui empoisonnent, risquant de porter préjudice à l'ensemble de l'organisme. Dans un thème, Saturne est une porte entre les sphères du conscient et de l'inconscient, qui ne laisse passer que les informations non dangereuses pour la sécurité de l'être. Elle représente en psychologie freudienne le surmoi. La Lune, elle, joue le rôle de transmetteur de flux entre le conscient et l'inconscient. Elle enrichit l'inconscient d'images et d'impressions recueillies dans le monde extérieur. Et inversement, par les voies des rêves, de l'imaginaire et de l'inspiration poétique, elle offre des matériaux au conscient, matériaux que Saturne va structurer. Ces deux planètes conditionnent le moi dans ses rapports constamment changeants avec la société et l'environnement. La position en signe, maison et aspect, ainsi que la phase de leur cycle, nous donnent des informations précieuses sur la nature de l'ego de l'individu. Le reste des aspects planétaires à Saturne et à la Lune donneront le reste des informations concernant l'ego, sans oublier les maisons 4, 8 et 12 en rapport avec l'inconscient. La Lune dans sa fonction archétypale est celle de la mère universelle, qui couve, nourrit et protège par nécessité vitale. Elle le fait parce qu'elle sait que chaque élément du tout fait partie intégrante de la même tribu et que pour vivre en harmonie, il faut rester entre soi, fusionné avec le groupe. Comme nous avons pu le constater, la Lune est tout simplement indispensable au bon fonctionnement de l'homme, dans son unité comme dans son pluriel. À la fois émettrice et réceptrice, elle nous enseigne l'importance de la prise en compte des complexités énergétiques qui nous constituent et nous entourent. En termes astro-mythologiques, cela reviendrait à dire que l'on doit prendre en compte l'ensemble des divinités de notre ciel. En conclusion, la Lune dans son entièreté nous donne à voir qu'il ne s'agit pas d'évoluer dans une logique monothéiste, mais bien au contraire de reconnaître le polythéisme de l'âme humaine. Il s'agit de savoir honorer chacune de nos divinités au quotidien et de manière équilibrée. Ne pas toutes les honorer implique que telle ou telle composante de la psyché est négligée, voire refoulée,
et que toute une dimension de notre existence ne reçoit pas l'attention dont elle a besoin. Et c'est là que l'on prend conscience de tout le déséquilibre de notre société actuelle, qui n'a de cesse que de s'éloigner de ses essences plurielles. Mais rappelons-nous bien que même si cela nous demande un effort conscient d'intégration, l'humain n'a d'autre but sur Terre que de réaliser son pluriel afin de nourrir sa singularité. Et d'ailleurs, on retrouve très bien cela dans le concept d'individuation de Jung.